Hello tout le monde, quoi de neuf depuis la dernière FAQ? Et cette première question est pertinente parce que la dernière FAQ a eu lieu il y a 10 ans. La chaîne va bientôt fêter ses 10 ans et entre deux, il n'y a rien eu. Du coup, je me disais que c'était pas mal de faire une mise à jour. Vous m'avez posé énormément de questions sur YouTube et sur Insta, il y en a eu plus de 1000. Donc d'ores et déjà, je suis désolé si votre question n'apparaît pas à l'écran, j'ai essayé vraiment d'en mettre le plus possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça par chapitre, donc les questions qui sont plus revenues et vers la fin des questions un peu diverses. Et puis voilà, j'espère que ça va répondre à pas mal de vos interrogations. À quand le court métrage? Alors cette question est revenue énormément de fois. Effectivement, il y a quelques temps, je vous avais dit que je préparais des courts métrages parce que c'est un step que je veux passer sur la chaîne, passer à la fiction. Ça fait très longtemps que je rêve de devenir réalisateur. Et je vais vous expliquer pourquoi ça met du temps. En gros, à l'époque, j'étais signé chez Webedia. J'ai eu l'aide du CNC du temps de Webedia. Et entre-temps, j'ai changé d'agence. Donc l'idée, c'était de transférer l'argent du CNC vers mon autre agence, donc vers une autre prod, pour pouvoir entamer ce court-métrage. Disons que Webedia n'a pas vraiment joué le jeu, ça a fait que durer, ça a fait traîner le truc, et au final, j'ai dû refaire une demande au CNC, donc tout ça prend du temps. Mais l'info que je vous donne, c'est que quoi qu'il arrive, je devrais tourner mon premier, parce qu'il y aura deux courts-métrages, je devrais tourner mon premier court-métrage fin de cette année, donc décembre, peut-être janvier de l'année 2025, et le deuxième, je devrais le tourner en avril-mai 2025. Donc quoi qu'il arrive, les deux courts-métrages sortiront en 2025. 2025 sera l'année de la fiction et de mes premiers courts-métrages en tant que réalisateur sur la chaîne. Donc voilà, j'ai hâte, j'espère que ça va vous plaire. Je sais que ça prend du temps. Les scripts sont écrits, il y a déjà l'équipe, il y a déjà le casting. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça s'emboîte bien. Et puis vous pourrez voir des courts-métrages réalisés par mes soins. Et voilà, encore une fois, j'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment hâte de franchir ce step-là. Est-ce que les anciens formats vont revenir? Alors, beaucoup de questions ont concerné VideoStore. VideoStore, c'est un format que j'ai adoré, que j'adore. Je suis pas fermé à l'idée de reprendre VideoStore, mais en gros, l'idée, ce serait de le faire de façon occasionnelle. Par exemple, mettons une marque me contacte pour faire la promo d'un film, un acteur est disponible, mettons un acteur américain, soyons rêveurs, un peu comme ce que j'avais eu avec Jeff Goldblum. Et en gros, on imagine un vidéo store avec cet acteur ou cette actrice américaine dans l'intro du vidéo store. Ça me plairait beaucoup. Donc pourquoi pas de façon occasionnelle comme ça, mais il faudrait vraiment trouver la bonne personne, la bonne occasion pour faire un super vidéo store un peu événement. Alors j'ai adoré ces questions. Ça fait quoi d'avoir un vidéo club? En fait, c'est de la fiction au vidéo store. Je n'ai pas de vidéo club et en gros, ce serait en 2024 pas une bonne affaire, je pense, que d'acquérir un vidéo club. Est-ce que le format top 10 va revenir? Ça aussi, c'est un format que j'aimais beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y avait une petite confusion par rapport à ce format-là, parce que au début de chaque vidéo, je disais que c'était mes tops personnels, il y avait toujours 2-3% de gens dans les coms qui étaient là, genre comment t'as pu mettre ça, comment t'as pu oublier ça, alors que c'était vraiment mes tops personnels, et l'idée aussi avec ce format, c'était de vous faire surtout découvrir des films. Donc voilà, donc peut-être que ça pourra revenir un jour, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas la priorité. À quand le retour de Move II? Alors, Move II, c'est un humoriste sur Insta avec qui je suis en contact, mais qui a beaucoup de problèmes avec les avocats à Hollywood parce qu'il passe son temps à dézinguer le cinéma. Et je sais pas, faudrait que je l'appelle pour voir s'il peut revenir, mais en tout cas, il est empêtré dans des histoires juridiques. À quand un nouveau merch? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont acheté du merch TFTC dans le passé. Il y avait eu un premier drop où c'était simplement le logo TFTC brodé sur des fonds noirs. Ensuite, il y a eu un drop un peu plus ambitieux où en gros, l'idée c'était de créer un vidéoclub fictif TFTC Video Store. Ça a hyper bien marché. Vous avez adoré ce merch là. Et donc, avec Clément de Trafic, avec qui je travaille pour ces merch, on s'est dit, bon, là, il faudrait quand même faire quelque chose. En fait, on se fixe des objectifs à chaque fois pour faire des trucs un peu plus cool. Et là, franchement, l'idée, elle est très, 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 très bien. On est dessus en ce moment. On travaille d'arrache-pied dessus. Et je pense que ça devrait sortir en avril-mai 2025. Il faudrait que je demande à Clément, mais dans ces eaux-là, pour que vous puissiez avoir ce merch pour l'été. Et vous verrez, ça va être très, très cool. Est-ce qu'il y aura une réédition du maillot de la JAD? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a 2 ans, je crois, j'ai sponsorisé le club de mon enfance, la Jeanne d'Arc de Drancy. Et c'était incroyable. On a joué contre le PSG de Zahir Emery, Javi Simons. On a perdu 8-0. Mais c'était vraiment très émouvant pour moi d'avoir ce match en face de moi avec Drancy, la ville où je suis né, le logo TFTC sur le maillot. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Il y a eu 93 maillots à édition limitée qui sont partis très très vite. Donc non, il n'y aura pas de réédition de ce maillot. Mais l'info que je vous donne, c'est que en ce moment, je suis en négociation avec un club pour apposer TFTC sur un maillot, donc un autre club que Drancy. Et si ça se fait, ça va être très chic.
Va-t-il y avoir plus de vlogs à l'étranger? Alors il y a une question qui est revenue assez souvent, à savoir quelle a été la plus belle opportunité depuis que tu as la chaîne. Et la plus belle opportunité pour moi, ça a été d'être envoyé à l'étranger. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de partir à Los Angeles, New York, Tokyo, Warner, Paramount, Sony m'ont envoyé un peu partout. Et c'était des expériences inoubliables, une chance que je mesurais vraiment de pouvoir euh, avoir des props en face de moi, visiter des studios, visiter des lieux de tournage aux États-Unis ou au Japon. C'était vraiment extraordinaire et c'est vraiment les vidéos que j'ai préféré faire sur la chaîne parce que je sens que vous prenez du plaisir à voir ça. Moi, je prends un plaisir immense à y aller, évidemment, parce que ça ressemble à un petit rêve. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les vidéos que je préfère faire. Et donc, va-t-il y avoir de nouveaux vlogs? Probablement. Là, je suis en contact avec une marque. Peut-être qu'on va envisager ça. C'est en négociation, mais j'aimerais trop revenir d'une autre façon, pour aborder d'autres thématiques, évidemment, aux États-Unis ou au Japon ou un peu partout, et vous transmettre un peu mon amour du cinéma ailleurs qu'en France, à l'étranger, en vous montrant des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Es-tu papa? Alors, j'ai longtemps hésité avant d'en parler parce que je suis assez pudique sur cette question-là, mais une info a fuité récemment, bien malgré moi, et au final, je me suis dit, bon, allez, parle-en. Mais oui, je suis papa, figurez-vous, pour la première fois de ma vie, je suis papa d'un petit garçon qui est né il y a pratiquement un an. Petit garçon qui me remplit de bonheur, je suis un père comblé et en gros l'info a fuité parce que je participe à un podcast avec Ben Mazué sur scène devant un public depuis maintenant quelques mois et un jour j'étais son invité et devant le public il m'a un peu pris de court en me disant alors maintenant t'es papa, j'avais pas prévu ça et finalement le podcast est sorti et après j'ai reçu des messages de gens sur Insta qui me disaient c'est vrai t'es père, t'as un enfant, félicitations. Donc voilà, mais l'autre raison pour laquelle j'en parle, c'est que récemment j'ai enregistré un podcast avec mon pote Mehdi et Mehdi Maizi. Eux deux ont des enfants. Et j'ai senti durant l'enregistrement qu'ils étaient un peu gênés, qu'ils n'osaient pas venir me chercher sur les questions de la parentalité. Et à la fin, ils m'ont dit on savait pas trop si on devait te poser des questions parce qu'on sait que t'aimes pas en parler. Et effectivement, j'aime pas en parler parce que moi j'aime bien garder ça privé. Et je suis pas très fan des gens qui mettent leur enfant publiquement sur Instagram. Je trouve que l'enfant il a rien demandé. Et là, il y a vraiment un côté intime. Moi, je suis là pour vous parler de cinéma et de trucs pour déconner, etc. Mais là, il y a vraiment un truc, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de leur montrer cette partie-là de ma vie privée? Mais je peux en parler. Et en fait, en vrai, ça me libère parce que maintenant, je vais pouvoir en parler de façon sporadique comme ça quand j'ai des trucs à dire. Mais voilà. Et l'autre raison aussi, c'est que, alors, de façon très financière, un enfant, ça coûte beaucoup d'argent. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus d'OP sur la chaîne parce que la crèche est énormément chère. Et tout ça, donc peut-être qu'il y aura un peu plus d'OP qu'avant. Ce sera quand même des OP assez cool parce que je fais encore de la sélection quand même, mais il y aura peut-être un peu plus d'OP qu'avant. Attendez-vous à ça. Mais donc voilà, et oui, voilà, donc papa depuis un an, et je suis heureux. On m'avait prévenu que c'était dur. Effectivement, c'est dur, je suis très fatigué. Mais quand on va le chercher à la crèche à la fin de journée et qu'il vous sourit en vous voyant, meilleure sensation du monde. Question autour du Canada. Pourquoi avoir quitté le Canada? En fait, j'ai vécu au Canada 2 ans, de 2008 à 2010. Et à la fin, mon visa était terminé. J'étais deg de rentrer à Paris, mais j'avais pas le choix. Donc je suis rentré, mais si j'avais pu, je serais resté encore plus d'années là-bas. Comptes-tu revenir au Canada? Je reviens très souvent pour voir mes amis là-bas parce que je me suis fait beaucoup d'amis en 2 ans. C'est toujours un plaisir de revenir à Montréal. C'est la ville que je préfère au monde, de loin. Donc quand j'y vais, c'est toujours très émouvant. Et je ne perds pas espoir quand même. J'ai quand même dans un coin de ma tête l'idée de partir vivre là-bas. Je me souviens qu'à l'époque, quand je vivais à Montréal, j'avais rencontré un couple de personnes âgées qui vivaient 6 mois en France et 6 mois à Montréal. Alors forcément, il faut avoir les moyens. Mais si j'y arrive, je serais comblé. Finir ma vie à Montréal, ce serait formidable pour moi. Un conseil pour trouver du travail. Moi en fait, quand je suis parti là-bas, c'était vraiment dans l'idée de travailler dans un vidéoclub. Donc j'avais vraiment une idée fixe, trouver un vidéoclub et bosser dedans. Donc j'aurais pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est laisser des CV. Je sais pas, je suis vraiment nul sur cette question-là. Quels sont tes endroits préférés à Montréal? Alors, le truc c'est que une ville, ça change énormément. Entre 2010 et 2024, à chaque fois que j'y retourne, il n'y a plus les mêmes boutiques, les quartiers changent à chaque fois, donc c'est très difficile de vous donner les adresses. Mais j'ai noté quand même quelques trucs. En friperie, j'ai Eva B. Je sais que sur l'avenue Saint-Laurent, il y avait pas mal de friperies qui étaient cool. Des salles de concert, j'ai noté la Sala Rossa à Casa del Popolo, où j'allais très souvent avant. Pour bouffer, on a Hot Dog Montréal, Schwartz Deli, La Banquise. Et pour traîner, le parc Laurier, le Mylène, le Plateau. Outremont, avec des maisons formidables. Voilà, il y a tellement de trucs. Ville incroyable, Montréal. Question autour des livres. Vas-tu écrire un deuxième livre? Alors, vous avez été nombreux à acquérir mon premier livre, Sans film, sans histoire, et à l'apprécier. J'en profite pour vous remercier. Dans la foulée, comme ça s'était bien vendu, Lafon forcément m'a proposé d'en écrire un deuxième, mais j'ai refusé parce que je voulais prendre mon temps.
Et j'ai 2 idées de livres en tête. La première, c'est une BD. Voilà, j'adorerais réaliser une BD sur un sujet bien précis. Je ne vais pas vous spoil ici, mais en tout cas, ce serait ce que j'aimerais faire en tant que deuxième livre. Et pour le troisième livre, ça va coller avec la série de questions suivantes. Tout ce qui concerne la photo. Est-ce que tu vas refaire de la photo? Alors, c'est pas prévu que j'en refasse, mais par contre, ça m'arrive d'en refaire de façon occasionnelle. Récemment, quand j'avais fait la vidéo avec Jeff Goldblum, j'en ai profité pour le prendre en photo, à ma façon, avec mon style, mon appareil bien particulier. Et donc voilà, ça peut arriver si vraiment j'ai l'occasion de le faire avec des personnalités que j'adore, mais c'est pas prévu que je reprenne la photo. Comment tu t'es lancé et comment t'as arrêté? Alors en gros, j'ai commencé à Montréal, mes 2 derniers mois à Montréal en 2010. J'avais trafiqué mon appareil photo, j'en ai déjà parlé dans le Tabs sur moi pour les 100 000 abonnés. Je trafiquais un appareil photo qui reproduit l'ambiance argentique mais en étant un numérique. Et j'avais commencé à prendre en photo des artistes que j'aime beaucoup comme Joseph Arthur et Alexis Murdoch à l'époque. Et quand je suis rentré à Paris, ça a enchaîné avec plusieurs groupes. J'ai signé pour un magazine new-yorkais, V Magazine, et de là j'ai commencé à travailler avec plein d'artistes pendant 4 ans, je crois, 4-5 ans. Et j'ai arrêté parce que j'ai eu cette envie de faire de la vidéo et de me lancer sur YouTube, donc ça a un peu sonné la fin de la photographie, alors que j'étais plutôt bien avec la photo, mais c'était un pari que je me lançais et par chance ça a fonctionné. Quel est ton meilleur souvenir lié à la photo? Alors des meilleurs souvenirs, j'en ai vraiment vraiment beaucoup, mais là le premier qui me vient en tête, c'était une séance avec l'acteur Melville Poupeau. Je me souviens qu'on avait eu rendez-vous au bord des quais à Jaurès, devant le point éphémère, et je me souviens le voir au loin comme ça avec un long trench fermé, on aurait vraiment dit un film de Jean-Pierre Melville. Il s'approche de moi, il me salue, gars très sympathique, et en fait on a pris un verre au point éphémère, et il m'a raconté plein de trucs. À un moment donné, il a sorti un carnet de son trench, c'était un carnet avec plein de dessins, des petites inventions, et il me disait que quand il avait des idées d'invention, il les dessinait, il écrivait des trucs, c'était vraiment trop cool. C'est bien qu'à la fin on a oublié qu'il fallait prendre des photos, on se dit au revoir, et en fait on oublie qu'il faut faire des photos. Et sur le chemin, je me dis, mais attends, mais je suis là pour le prendre en photo. Et on est revenu, je suis revenu en arrière et on a fait la séance. Et je me souviens que c'était un trop bon souvenir. As-tu gardé contact avec Bon Iver? Alors Bon Iver, c'est un groupe de Justin Vernon. Et non, je n'ai pas gardé contact. En fait, j'ai gardé contact avec pratiquement personne parce que très souvent, c'était des séances photo furtives. J'ai juste un peu gardé contact avec le groupe Tennis parce que j'ai fait leur pochette d'album et parfois on s'écrit sur Insta. Mais sinon, non, j'ai pas gardé contact. Bon Iver, c'était aussi un super souvenir. J'avais bu une bière dans la loge avec lui à l'Olympia parce qu'il passait à l'Olympia à l'époque. Et on avait regardé un Corbucci dans sa loge, un western. Donc là, être assis à côté de lui, à boire une bière, à regarder un western, c'était trop bien. Donc des souvenirs comme ça, j'en ai eu vraiment vraiment plein, mais non, j'ai pas gardé contact avec lui, hélas. Où sont les photos de Jim O'Rourke? Alors Jim O'Rourke, c'est un artiste que j'adore, qui était membre des Sonic Youth et qui après a fait une carrière solo. Il a écrit pour enfin il a composé pour des films comme Code Lisa, pour Love Lisa, qui est un film extraordinaire avec Philip Seymour Hoffman. Et en fait, c'est, je crois, la dernière photo que j'ai prise avec mon appareil, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu moins d'un an, parce qu'il était de passage à Paris. Et en fait, j'ai un objectif, c'est de prendre mes 3 derniers artistes préférés, qui sont Jim O'Rourke, Lisa Reese de Grouper et Marc Kozelek de Sun Kill Moon. Et quand j'aurai réussi à prendre les 3, eh bien, j'en aurai fini avec la photographie définitivement. Là, j'ai déjà pris Jim O'Rourke, il ne me reste plus que Grouper et Marc Kozelek. As-tu des regrets en ce qui concerne la photo? Bah non, j'ai pas de regrets parce que c'est allé vraiment au-delà de ce que j'espérais. À la base, j'étais avec mon petit appareil que j'ai trafiqué. Ce que je voulais faire là-bas, c'était juste reproduire des photos paranormales que j'avais vues dans un livre quand j'étais petit. Donc là, je vais mettre des incrustes, je prenais des photos en noir et blanc un peu inquiétantes, ambiance paranormale. Et puis après, des artistes ont vu ces photos, ils ont voulu travailler avec moi. Et donc ça se fait comme ça, rien n'était prévu. Donc tout s'est très bien emboîté et j'ai vécu des moments extraordinaires. C'était vraiment une super période dans ma vie. Toute cette période 2010-2014, là, à prendre des photos. Donc non, vraiment aucun regret, c'est que des super souvenirs. Et donc, que vas-tu faire de ces photos? Expo, livres, et ça fait un lien avec la question des livres tout à l'heure. En gros, l'idée, ce serait de faire une BD en deuxième livre, et en troisième livre, de faire un livre qui regroupe toutes ces photos, parce que c'est bête, toutes ces photos sont dans un disque dur, et j'ai travaillé avec des groupes extraordinaires, donc ce serait cool d'en faire un livre, mais pareil, il faut trouver le bon éditeur, il faut trouver la bonne personne. Est-ce qu'il y aura une expo? Je pense que si le livre sort, il y aura une expo qui accompagnera la sortie du livre. Mais ça, c'est encore hypothétique, c'est pour plus tard. Et j'espère que ce projet aboutira quand je me lancerai vraiment, vraiment dedans. Santé mentale. Alors, pour cette question-là aussi, j'ai très longtemps hésité à en parler parce que je voulais garder ça pour moi. Et au final, je me dis que c'est plutôt pas mal de partager ça avec vous.
pour plusieurs raisons que j'expliquerai après. En gros, il y a pas mal de questions qui sont revenues autour de pourquoi il n'y a pas autant de vidéos qu'avant sur YouTube. Et c'est vrai qu'avant sur YouTube, j'étais sur un rythme assez effréné d'une vidéo par semaine, mais franchement, j'avais pas de vie parce que je commençais une vidéo le jeudi, je la terminais le mercredi, je bossais le week-end, et je me couchais tous les soirs à 4h du matin, je me réveillais à 9h et je faisais que ça. En plus de ça, j'avais le podcast, plus une émission que j'animais sur Prime, donc j'étais assez débordé. Euh, En parallèle, je développe une hypochondrie depuis que j'ai 19-20 ans. Alors je me souviens quand j'avais 19-20 ans, je trouvais ça un peu cool. Je me disais, ouais, c'est comme Woody Allen, comme Larry David, c'est un peu stylé. Mais en fait, non, c'est pas du tout stylé, c'est un vrai cauchemar et c'est vraiment dangereux l'hypochondrie. Et cette hypochondrie, elle n'a fait que grandir au fil des années jusqu'à trouver son paroxysme durant le Covid. Le Covid a complètement fait exploser cette hypochondrie naissante que j'avais depuis des années. Finalement, j'ai chopé le Covid, je crois en 2021, un truc comme ça. Ça m'a complètement terrifié parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait une image qui m'avait choqué aux infos. C'était une vue d'hélicoptère en face enfin, en haut d'une église en Italie, et on voyait des centaines de corps comme ça dans des sacs mortuaires sur le sol. Et cette image m'avait vraiment hanté. Et donc finalement, je chope le Covid en 2021. Je suis persuadé que je vais potentiellement mourir parce qu'on disait tout et n'importe quoi. Rappelez-vous, c'était la psychose à l'époque. Donc je vis très mal ce Covid, surtout que c'est un Covid assez difficile. Et je dois présenter cette émission sur Prime Video. Et dans un souci de professionnalisme, je veux y aller alors que mon docteur me dit, vous êtes dans une forme terrible, n'y allez pas. Finalement, j'y vais. C'est une bêtise, mais j'y vais. Je présente l'émission et durant l'émission, je me sens vraiment pas bien. Il y a les spots, il fait chaud, il y a toute l'équipe qui me regarde. Je me sens vraiment pas bien. J'arrive à terminer l'émission, mais je me sens dans un état lamentable. Finalement, juste après l'émission, je vais en coulisses, je m'assieds sur un canapé. Et là, l'impression que je vais mourir en fait. C'est-à-dire que mon cœur se met à battre, l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Mon cœur se met à battre à toute allure, je suis blanc. En fait, il y a un mec du son qui venait, qui me fait ça va, JB, t'es tout blanc. Et c'est là que j'ai commencé à paniquer. Euh, et là, il y avait mon agent à côté, je lui dis appelle le SAMU, je suis en train de faire une crise cardiaque. J'étais vraiment persuadé à 100% que c'était une crise cardiaque. Vraiment, le cœur qui bat à 1000%, je sentais plus mes mains, c'était des sensations terribles. Finalement, des pompiers viennent me chercher, je passe la nuit aux urgences de minuit à 5h du matin avec des clodos qui se tapent, des drogués qui arrêtaient pas de gueuler, etc. C'était un enfer cette nuit-là, vraiment un cauchemar. J'ai fait une crise de tétanie, une nuit horrible. Ils me font faire une prise de sang, des tests, je ressors, je n'ai rien. Alors que j'arrive pas à marcher, je suis dans un état mais terrible quoi. Le lendemain, j'arrive pas à sortir de chez moi, j'arrive pas à marcher, j'ai encore ces sensations de crise cardiaque. Et là, je me dis, c'est pas possible, j'ai quelque chose quoi. Donc en fait, je commence à faire tous les tests possibles. Donc scanner, IRM, cerveau, cœur, ventre, j'ai tout fait en fait. J'ai tout fait pour essayer de trouver ce qui se passait parce que j'étais tellement pas bien physiquement que j'étais sûr qu'il y avait quelque chose, qu'on allait déceler quelque chose. Je fais tous les tests, rien du tout. Et là, c'est une phase qui est assez difficile parce que j'ai cru que je devenais fou en fait. Parce que les médecins me disaient, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et pourtant, j'étais dans un état pitoyable. Et donc, j'ai commencé à stresser, à paniquer. Et là, j'ai voulu me renseigner. Donc, j'ai essayé de faire des recherches sur Internet, j'ai essayé d'écouter des podcasts. Et très souvent revenait la question des crises de panique et crises d'angoisse. Et moi, il faut savoir que les crises d'angoisse, c'est toujours quelque chose que j'ai pris par-dessus la ceinture en fait. C'est-à-dire que j'ai une pote qui fait des crises d'angoisse depuis des années. Et très souvent, et je pense comme beaucoup de gens, et c'est pour ça que je vous en parle, parfois quand je disais viens on va prendre un café, elle me disait non attends, je fais une petite crise. Moi j'étais là dans ma tête, genre ça va, tu peux descendre, c'est un café en bas, ça prend 2 secondes, genre une crise d'angoisse. Et je m'en veux aujourd'hui d'avoir pensé comme ça parce que... et d'ailleurs je pense qu'il y a vraiment une question autour des crises d'angoisse, des crises de panique, les gens prennent pas ça au sérieux alors que je vous jure ça existe parce que c'est ce que j'ai eu en fait. Euh, j'ai commencé à me renseigner et effectivement ce que j'avais c'était des crises d'anxiété, de panique, d'angoisse et j'étais le premier à trouver que c'était un peu du chiquet quoi et ça arrive, ça m'est arrivé, je vous jure que c'est vrai. Donc en fait j'ai lu plein de trucs sur internet qui me disaient d'aller voir un psy très rapidement pour essayer de cesser le problème. Donc j'ai vu un psy, j'ai été en thérapie pendant 3 ans, de 2021 à 2024, sous antidépresseur, je suis encore sous antidépresseur aujourd'hui, pour essayer de stopper tout ça. Alors, ça va mieux aujourd'hui. Pendant des mois, j'ai pas réussi à sortir de chez moi, c'était terrible, c'est un truc que... Et en plus, comme j'en parlais pas, j'ai essayé de faire bonne figure parce que je devais continuer la chaîne sur Insta, sur YouTube et tout. Et j'osais pas trop en parler à mes potes aussi parce que moi-même, je prenais ça un peu à la légère, les crises d'angoisse. Donc je me disais, si j'en parle à mes potes, ils vont prendre ça à la légère, ils vont faire, ah, il en rajoute, drama queen et tout. Donc il y a un truc vraiment délicat avec les crises d'angoisse, c'est qu'on n'ose pas en parler en fait. Et donc voilà, et ça s'est un peu estompé, parfois ça revient. J'ai discuté avec des gens quand on faisait, ils me disaient que les crises d'angoisse c'est toute la vie en fait, parfois ça revient et on doit apprendre à vivre avec.
Donc voilà, encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis encore sous anxiolytiques parce que ça me permet à mieux gérer ces crises d'angoisse. Mais voilà, j'apprends à gérer ces trucs-là. Et donc, pour répondre à cette question-là, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos qu'avant, parce que j'essaie vraiment de me réguler un petit peu. Malgré tout, il y a quand même 2 vidéos sur la chaîne YouTube par mois, du moins j'essaye. Il y a le podcast, il y a plein de projets à côté, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, en gros, euh, je vous en parle parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des crises d'angoisse, des crises de panique, et je sais que c'est hyper dur. Et n'hésitez pas à en parler, et surtout n'hésitez pas à croire les proches qui vous disent ça en fait. N'hésitez pas à ne pas prendre ça à la légère comme moi j'ai pu le faire avant, parce que je vous jure ça existe, et c'est terrible. Il y a des choses qui sont bien plus terribles dans la vie, mais c'est un petit cauchemar à vivre quand même. Pas mal de questions autour du plaisir à faire des vidéos. Donc prends-tu toujours autant de plaisir à faire des vidéos? J'ai mis cette question juste après ce que je viens de vous dire, parce que peut-être qu'on pourrait croire que je prends moins de plaisir parce que j'en fais un peu moins qu'avant, mais non, je prends toujours autant de plaisir, tout simplement parce que le cinéma, c'est ma passion en fait. Je serai toujours passionné à l'idée de parler de cinéma, et je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos, à vous proposer des nouveaux contenus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez indiscutable, et je pense que cette passion, je l'aurai vraiment toute ma vie, donc là-dessus, il y a zéro souci. Question autour des nouveaux formats. Donc, as-tu des idées de nouveaux formats? Il y a pas mal de questions qui sont revenues sur Twitch. Moi, Twitch, c'est un truc que j'adorerais tester, mais je sais qu'il y a toute une mise en place technique à faire, donc il faudrait que je trouve la bonne personne pour m'aider, etc. Donc, c'est pas exclu, j'aimerais vraiment me lancer sur Twitch. Sinon, en nouveau format, sur Insta, j'ai enfin décidé d'activer mon Insta, parce que Insta, je l'utilisais que pour des stories depuis des années, et je postais pas vraiment de choses en dur dessus. Donc là, j'ai lancé un format de vidéo qui a bien pris pour l'instant, où en gros, je raconte des petites anecdotes topsiennes, évidemment, de 30 secondes, 1 minute à chaque fois, donc ça se mange vraiment comme des bonbons. Donc si vous voulez consommer du contenu TFTC ailleurs que sur YouTube, il y a Insta où désormais je vais poster régulièrement des trucs. Question autour du podcast. Alors, avant de répondre aux questions, je vais vous expliquer le contexte. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un podcast depuis maintenant 4-5 ans qui parle de cinéma évidemment, avec des gens autour de moi, dans lequel on reçoit des invités de tous bords qui parlent de leurs films préférés. Il y a aussi plusieurs formats, il y a un truc qui s'appelle le podcast, il y a un podcast dans lequel on vous conseille plusieurs films à voir. Donc voilà, donc il y a aussi l'activité podcast en plus de l'activité vidéo. Est-ce que tu vas animer des podcasts à l'étranger? C'est quelque chose que j'adorerais faire. On a fait des podcasts en live, je crois, 2 fois. On en a fait un à Lille durant Sérimania en public, et un à Avignon pendant le festival de Frames. C'était plutôt pas mal, c'était cool. Après, en fait, moi j'aime bien le podcast quand il est vraiment intime, dans une salle fermée, je trouve que c'est plus facile de se libérer et de raconter plein de choses qu'en public. Mais le faire à l'étranger, pourquoi pas, ce serait une expérience extraordinaire. Est-ce que tu gagnes ta vie avec les podcasts? Alors avant, oui, parce que c'était avec We Love Cinéma et la BNP, donc j'étais rémunéré. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sponsor autour du podcast, donc j'enregistre les podcasts gratuitement. Parfois, ça peut arriver qu'une marque me demande de faire une intro, mais c'est très très rare, et c'est pas aussi bien payé que sur YouTube, donc globalement, j'enregistre ce podcast gratuitement. Est-ce que tu as un épisode de podcast préféré? Alors, il y en a eu plein. En vrai, je prends énormément de plaisir à enregistrer les podcasts, mais je me souviens qu'il y a eu un podcast où j'ai rencontré ma réalisatrice préférée, Kelly Reichardt, donc ça, c'était assez mémorable. Sinon, on rigole beaucoup. En fait, c'est vraiment surtout les rires, quoi, parce que quand je fais les vidéos sur YouTube, je suis tout seul, et puis je raconte des choses en lien avec des acteurs, des réalisateurs, etc. Donc c'est plutôt sérieux. Mais le podcast, c'est vraiment un endroit où je peux rire avec mes potes, avec les invités, et je pense que c'est là que se trouvent mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment rire avec eux en fait. Est-ce qu'il y aura un podcast avec les abonnés? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, le podcast, à la base c'est parti d'une blague et c'est devenu un podcast. En gros, c'est un podcast dans lequel on chie sur tout ce qu'on n'aime pas en fait. On passe 1 heure à chier sur plein de trucs qui nous agacent. Et parfois ça va être des trucs méga nuls, genre je sais pas, les micro-ondes par exemple. Enfin, c'est nul dit comme ça, mais manifestement vous avez l'air d'adorer, donc on est ravis. Et voilà, et est-ce qu'il y aura un podcast avec des abonnés? Je pense que oui, et en gros je l'avais dit à l'époque, mais il faut que j'ouvre une messagerie dans laquelle vous laisserez plein de ressentis, de commentaires sur ce qui vous agace, et moi j'en sélectionnerai par émission. Et vraiment je vais y mettre, promis je vais y mettre. Est-ce qu'il va y avoir plus de podcasts? Alors je crois qu'on est à 1,5 podcasts par mois, mais moi j'aime l'idée qu'il n'y en ait pas trop en fait. Donc moins il y en a, plus c'est un plaisir d'en écouter. Mais on va voir, rien n'est fermé. Est-ce qu'il y aura un podcast avec Adrien Méniel? Alors, vous avez été plusieurs à me poser cette question. Oui, on l'a déjà enregistré, figurez-vous, et il sort cette semaine. Donc ça va arriver très très vite. Question autour de Tabs. Alors la première question, c'est quoi le décor? En fait, la première version de Tabs, c'était dans un décor
chez Dailymotion. La deuxième version, c'était dans un décor chez Webedia. Et là, en fait, je réfléchis, maintenant que j'ai mon nouveau bureau ici, je réfléchis à créer un nouveau setup en plaçant la caméra un peu loin là-bas et de recréer des rushs de tabs, mais avec ce nouveau bureau parce que j'ai enfin mon bureau, donc c'est sublime. Quelle célébrité t'as le plus marqué en faisant un tabs? Il y en a eu plusieurs, mais là, comme ça, de mémoire, je me souviens que Michael Jackson, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que le mec a une vie tellement improbable, tellement folle que forcément il y avait plein de trucs à dire. Je me souviens de toute la partie sur Neverland surtout, où il avait des employés qui étaient là dans ses cinémas à Neverland. Il passait la journée derrière un comptoir en espérant que Michael Jackson vienne. Ils étaient payés à faire ça. Enfin, voilà, il y avait des histoires incroyables. Donc je pense que c'est peut-être le tabs qui m'a le plus marqué. Quel est le processus de création, durée, écriture? En fait, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, quand j'entame un tab, c'est le jeudi matin et je le termine le mercredi, genre 1 heure avant la mise en ligne, en bossant le week-end. Parce que il y a les recherches, ça prend du temps, il y a l'écriture, il y a la voix off, il y a le montage, il y a la recherche des archives, ça aussi c'est chiant, des sons, donc c'est vraiment un travail de fourmi, tabs, et ça me prend une semaine complète. Quelle a été l'histoire la plus tabsienne? Alors là, pareil, je pense qu'il y en a plein, et en fait, le truc c'est que depuis le lancement de la chaîne, j'ai trouvé tellement d'histoires que ça s'embrouille dans mon cerveau et j'en oublie. Mais de mémoire, comme ça, je me souviens qu'il y avait un truc autour de Jack Nicholson, où en gros, il pensait que sa mère était sa mère, mais en fait, c'était sa sœur. Enfin, une histoire assez improbable, mais des histoires, il y en a plein. Je me souviens aussi, parfois, c'est des histoires toutes connes, mais Tom Hanks qui vendait des cacahuètes dans le stade des Raiders d'Oakland, c'était. Enfin, ça, je trouve ça fou. Ça, c'est mes histoires préférées, en fait, que Tom Hanks ait vendu des cacahuètes là-bas, que des gens ailaient Tom Hanks pour avoir des cacahuètes sans savoir que c'était Tom Hanks, forcément, parce que c'était avant sa carrière. Ça, c'est un truc qui me fascine. Est-ce qu'il y aura des tabs autres que des personnalités? Et c'est vrai, avant, il m'arrivait de faire des tabs sur des sujets qui ne sont pas des acteurs ou des réalisateurs. Je me souviens de tabs sur les chiens et les chats, par exemple. J'avais fait un tabs aussi qui m'avait beaucoup marqué sur le World Trade Center et sur la Lune aussi, je me rappelle, sur le premier pas sur la Lune. Mais non, c'est pas prévu, mais pourquoi pas en vrai si je trouve le bon sujet. Est-ce qu'il y aura un tabs Tom Hardy? Et je profite de cette vidéo pour l'annoncer. Effectivement, il y en aura un, ce sera la semaine prochaine. Tabs Tom Hardy, mercredi, 18h. Question autour de la nostalgie. Quel est ton rapport à la nostalgie et comment la gères-tu? Alors cette question est revenue quelques fois et je la trouve hyper intéressante. Comme vous le savez, je suis un gros fan du cinéma des années 80, 90 et plus globalement de cette période 80-90. Je suis assez nostalgique de cette époque-là et pour tout vous dire, j'essaie un peu de me débarrasser de tout ça en fait. Alors vous me direz avec tout ce que j'ai autour, c'est l'hôpital qui sous la charité, mais mentalement, j'essaie un peu de m'en dépatouiller parce que j'ai pas envie de tomber dans ce piège de c'était mieux avant parce que j'y crois peu dans la mesure où je suis persuadé que des enfants de 12-13 ans, dans 20 ans, diront c'était mieux avant en parlant de 2024. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est relié à l'enfance parce qu'on fantasmait la période. Évidemment, peut-être que j'aurais pas autant apprécié les années 80-90 si j'avais eu 40 ans à l'époque. Je sais pas. Mais voilà, j'ai pas envie de vivre trop dans le passé parce qu'à trop vivre dans le passé, on rate les moments présents, ceux qui vont arriver, et puis on devient un peu aigri. On devient un peu aigri de notre époque, on devient aigri du futur, et j'ai quand même envie de passer les années qui me restent sur Terre de façon quand même assez agréable. Donc voilà, je me laisse aller parfois à la nostalgie parce que j'aimais bien ce qui se passait avant, mais j'essaie de pas trop m'emprisonner là-dedans. Question autour de la fierté. Quelle est ta plus grande fierté? Alors évidemment, maintenant, c'est mon fils, ma plus grande fierté, mais la question se dirige vers le travail. Je dirais d'avoir eu ma photo sur la pochette de l'album Tennis qui a été tenue entre les mains de Conan O'Brien, David Letterman et Jay Leno. Ça, c'est une fierté qui était incroyable et qui persiste encore aujourd'hui. Et sinon, en vrai, avoir tenu la chaîne pendant 10 ans, parce que là, la chaîne TFTC va avoir 10 ans, et je sais à quel point c'est dur d'être constant, vous avez toujours été là depuis le début, et ça, c'est une chance extraordinaire, donc je vous en remercie. Donc voilà, et puis aussi, il y a une autre fierté, c'est d'avoir pu faire un tabs avec Jeff Goldblum, parce que j'ai commencé les tabs en faisant 200 vues en 2014-2015, 2015 je crois, et j'étais loin sur là d'imaginer qu'un jour je ferais un tabs en présence de la personnalité dont je parle. Donc pouvoir rencontrer Jeff Goldblum et faire un tabs en direct avec lui sur sa vie, c'était trop bien quoi. Question autour des rêves. Quel est ton rêve? Bah, en vrai, vivre ce que je vis là actuellement, à savoir
avoir la chance de pouvoir gagner de l'argent et vivre ma vie en parlant de cinéma, en vous parlant de cinéma, quelque part, c'est déjà un rêve. Parce que je mesure la chance que c'est que de pouvoir vivre de sa passion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, j'en parlais au début de la vidéo, passer à la réalisation, ça a toujours été mon rêve. Là, je vous parle de cinéma, mais pouvoir faire du cinéma, c'est encore un rêve au-dessus. Et c'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir réaliser mes courts-métrages. Alors, quelques questions autour du foot. Parce que vous le savez, j'adore le cinéma, mais ma deuxième passion, c'est aussi le foot. Et il y a eu quelques questions. Là, je lis des vidéos sur le foot un jour. Alors, non, pas de vidéos sur le foot, parce que je veux que TFTC, ça reste très cinéma. Par contre, j'ai une idée de podcast autour du foot. J'en ai déjà parlé un peu à mon agence, mais j'aimerais bien mettre en place une idée de podcast que j'ai avec des joueurs de foot. Donc, à voir si ça va se réaliser un jour, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Top 3 des maillots all-time. Alors, je vais aller très vite pour ceux qui aiment le cinéma. On va passer très vite cette partie foot, mais j'adore parler de foot. Le maillot 93-94 porté par David Ginola. Le maillot 95-96 porté par Patrice Loco. Et le maillot de la saison, je crois, 2002-2003 porté par Ronny, extérieur. Que des maillots du PSG, évidemment. Le PSG, est-ce que c'est au Parc? Évidemment que c'est au Parc des Princes. Je sais que là, il y a des négociations pour quitter le Parc des Princes et aller ailleurs. Moi, ça me foutrait quand même un sacré coup au moral parce que j'aurais l'impression de ne pas reconnaître mon club. Et le Parc des Princes, c'est le plus beau stade du monde. Question autour de la collection. Quel est le props de film que tu adorerais posséder? Bah, pour tout vous dire, j'adorerais avoir la machine à vœux Zoltar qu'on voit dans Big. Je ne sais même pas si elle existe encore, je ne sais même pas si elle a été détruite ou décomposée. Mais ça, j'adorerais l'avoir dans mon bureau. Sinon, le télépod de la mouche. Pour ceux qui ont lu le livre Sans film, sans histoire, je l'avais un peu possédé dans les années 2010, un tout petit peu seulement, mais j'adorerais, enfin voilà, j'ai pas la place, mais avoir le télépod de la mouche, je trouverais ça trop cool. Le props que tu possèdes et que tu préfères, bah écoutez, ça va être la chemise portée par Robin Williams dans Will Hunting, parce que bah, c'est ma pièce, elle est juste là, vous voyez pas, elle est derrière, mais c'est la pièce la plus importante de ma collection. C'est une chemise qu'a portée Robin Williams dans un film où il a eu l'Oscar, à savoir Will Hunting, un film que j'adore. Donc ça, c'est une pièce inestimable pour moi. Pardon. Où achètes-tu tes vêtements en lien avec le ciné? Alors c'est vrai, pour ceux qui me suivent sur Insta, je partage très souvent des t-shirts ou des blousons promo de films des années 80, 90, 70. Bah écoutez, c'est très simple, j'achète sur Prop Store parfois, ou alors de façon très simpliste sur eBay, ou alors sur Vinted, un peu plus rare Vinted. Mais voilà, c'est pas mal. En fait, j'ai pas vraiment de site miracle, c'est les sites que vous connaissez bien. Quel est l'objet qui t'a fait démarrer ta collection? Alors, ce petit ED209 que j'avais quand j'étais petit a été le premier objet que j'ai racheté, et c'est vraiment là que je me suis dit, tiens, ce serait pas mal quand même de collectionner des trucs d'avant. Donc j'ai commencé avec cette ED209, et sinon en ce qui concerne vraiment la collection pure de cinéma, parce que ça c'est un truc d'enfance, c'est cette overboard que j'avais acheté à Montréal sur eBay US, qui venait des États-Unis, et c'est là que j'ai vraiment commencé à me lancer dans la collection d'objets de films. Quel est le premier DVD que tu as acheté? Et il est juste derrière, je vais vous le trouver, c'est celui-là. C'est Un jour sans fin. Et alors là, on va pas voir, mais en gros, dessus, il y a marqué compatible Windows 95, donc il est vraiment vieux. Et c'est le premier film que j'ai acheté, Un jour sans fin. Extraordinaire film pour ceux qui l'ont toujours pas vu. Quel est le dernier objet acheté dans ta collection? Alors, je vais faire une incruste, c'est cette chaise Predator 2 qui a servi sur le tournage et qui a appartenu le temps du tournage au réalisateur Stephen Hopkins. Donc j'ai acheté ça aux enchères. J'ai toujours voulu avoir quelque chose en lien avec Predator 2. J'avais le jeu Mega Drive, mais pour moi c'était pas suffisant, et posséder cette chaise qui a connu le tournage et sur laquelle s'est assis le réalisateur Stephen Hopkins, c'est trop bien, je suis trop content d'avoir ça. Qu'est-ce que tu penses des steelbooks? Bah les steelbooks c'est très joli, en fait moi je continue d'acheter des vieux DVD dans ma collection, mais j'ai quand même des steelbooks, je me souviens d'un steelbook qui avait marqué, c'est celui-là, tiens, voilà, il est juste là, c'est le steelbook de la mouche justement en relief, je le trouve vraiment beau, quand c'est en relief comme ça je trouve ça vraiment magnifique. Mais oui, effectivement, si je pouvais avoir que des steelbooks, je serais ravi. Et justement, vas-tu faire une vidéo sur ta collection de DVD? Bah pourquoi pas, il faudrait que je trouve le bon format pour pas que ce soit chiant visuellement et à l'écoute, mais pourquoi pas vous faire une vidéo dans laquelle je vous conseille des films un peu rares qu'on peut trouver dans toute cette collection de DVD. Donc bonne idée, peut-être que je ferai ça un jour. Ouais. Quelle pièce rêves-tu d'acquérir? Alors il y en a quelques-unes encore, je les ai notées ici. Il y a un truc que beaucoup vont trouver horrible, mais qui était dans les restaurants Planet Hollywood à l'époque, c'est le soc dans lequel est enfermé Sylvester Stallone dans Demolition Man quand il est cryonisé. Ça, j'adorerais l'avoir pour en faire une table basse ou juste pour le mettre en haut si j'ai la place, ça serait trop bien. Qu'est-ce que j'avais noté? Un flipper, j'aimerais trop avoir un flipper. Alors il y a le flipper de L'Arme Fatale 3, il y a le flipper de Last Action Hero ou le flipper de Demolition Man. Il y a même un flipper des Contes de la Crypte.
En tout cas, avoir un flipper, mais ça prend de la place et c'est chiant à l'entretien. Qu'est-ce que j'ai noté encore? J'adorerais avoir une statue géante. Pareil, à Planet Hollywood, il y avait des statues géantes de. Je me souviens d'une statue de Schwarzenegger un peu ravagée en mode T1000, T800 pardon, dans Terminator 2. Ça, j'aimerais trop avoir une statue. Et enfin, oui, le maillot de Martigues avec le logo Jurassic Park. Je vous ai dit 4 trucs, là je pense que c'est les 4 pièces que j'aimerais le plus posséder. Alors, question glauque mais intéressante, que comptes-tu faire de ta collection quand tu mourras? Alors, quand je mourrai, je pense que je me serais déjà débarrassé de ma collection bien avant, parce que, enfin, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais mettons que je meurs à 70-80, je pense que je m'en serais débarrassé à 50-60 en essayant de tout revendre auparavant, parce que je ne veux pas que ça devienne un fardeau pour mon fils. Je me souviens que lorsque mon grand-père est décédé, mon grand-père était un grand collectionneur d'histoire, enfin tout ce qui avait attrait à l'histoire, et il avait pas mal de livres, d'artefacts, etc. Et je me souviens que quand il est décédé, bah, on a dû faire le tri chez lui. Il y a pas mal de choses qu'on a données à Emmaüs. Moi, j'ai gardé pas mal de choses en mémoire de mon grand-père, mais c'était vraiment un crève-cœur que de devoir euh, bah, se débarrasser de sa collection parce que je sais qu'il y tenait à fond. Et j'ai pas envie que mon fils ressente ça plus tard en fait. J'ai pas envie qu'il voit un truc derrière et qu'il se dise bon, on en fait quoi ça. Je sais que ça tenait à cœur à papa, mais voilà, j'ai pas envie de tout ça. C'est un peu triste. Donc et puis en fait, alors j'adore collectionner. Je suis un vrai collectionneur dans l'âme, mais quelque part ça me fait chier parce que je suis un peu esclave de ces objets. Et j'aimerais bien être libre en fait. J'aimerais bien ne rien posséder et me dire si demain je veux déménager, je sais pas, à Montréal, aux États-Unis, je pars en fait. Je fais même pas de valise, rien. Je prends quelques vêtements et puis c'est tout parce que je ne possède rien. Et je suis un peu esclave de tous ces objets, mais en même temps, ça m'apporte quand même pas mal de joie d'avoir tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'en profite et pour plus tard, on verra. Quand est-ce que tu nous montres ta collection? Eh bien, figurez-vous que ça tombe bien parce que toute cette collection, quelqu'un est venu la filmer, à savoir Back in Toys. En la matière, c'est le boss, c'est un mec qui filme des collections de collectionneurs un peu partout en France et en Europe. Il est venu filmer toute ma collection, j'ai pratiquement tout expliqué de A à presque Z. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que je montre ma collection. J'ai mis le lien dans la description, donc évidemment après cette vidéo, régalez-vous avec la vidéo de Back in Toys. Question en lien avec le ciné. Alors il y a eu pas mal de questions en lien avec le ciné, je vais essayer d'y répondre de façon très rapide parce qu'on a eu beaucoup. Quelle a été ta première claque? Eh bien ma première claque ça a été Forrest Gump que j'ai vu quand j'avais 11 ans et je me souviens que ce film m'avait marqué parce que pour la première fois de ma vie, du haut de mes 11 ans, j'avais l'impression de voir un film de grand, vraiment, j'avais compris un film de grand. Parce qu'il y a plein de questions sociétales à l'intérieur de Forrest Gump et j'avais eu l'impression d'être... Enfin, j'étais fier d'avoir été ému par un film qui parlait beaucoup plus aux grands qu'aux petits. Et ça m'avait marqué, donc je pense que ça a été ma première claque. Je me souviens aussi de Terminator 1 que j'ai vu hyper jeune, qui était assez violent, et parce que j'avais le droit de voir des films hyper violents quand j'étais petit. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi, mais en vrai, je dirais peut-être une bêtise parce que c'est peut-être d'autres films, mais c'est dur de se souvenir. Mais en tout cas, ces deux-là me reviennent bien. Quel est le DVD que tu préfères avoir dans ta collection? Bah, en fait, il y en a plein, je les aime tous, ces DVD. Mais récemment, je suis tombé sur celui-là. Donc le DVD de Uncut Gems. Et pourquoi je l'aime bien? Parce que je l'ai acheté chez Amoeba à Los Angeles. C'est un film qui est sorti que sur Netflix, mais aux États-Unis, il est sorti en version physique et il n'est pas disponible en France. Donc c'est le genre de DVD. Alors évidemment, aujourd'hui avec Internet, on peut le trouver en l'achetant via un site américain, mais moi j'avais acheté directement là-bas. Je sais que c'est pas commercialisé en France. Et du coup, je trouve ça assez cool d'avoir ce genre de rareté. Mais là, encore une fois, je dirais peut-être une bêtise parce qu'il y a tellement de films que j'ai et que j'adore. Là, je vois le Blu-ray de Three Amigos. Je les aime tous en fait. As-tu un home cinéma? Alors non, je n'ai pas de home cinéma. En fait, mon rêve, c'est plus tard d'avoir assez d'argent pour m'acheter une maison et de faire une salle de cinéma dans le sous-sol. Et là, ce jour-là, j'aurai vraiment tout ce qu'il faut, le home cinéma, etc. Là, pour des appartements comme ça, qui sont assez petits, bah, j'ai une télé avec une très bonne barre de son. Pour moi, c'est assez suffisant. Mais si un jour j'arrive à concrétiser ce rêve que d'avoir une salle ciné dans une maison, dans un petit sous-sol ou un grenier, et bien là je mettrai le paquet pour avoir vraiment la meilleure installation. Accordes-tu de l'importance aux compétitions de récompense de films? Alors, moi je trouve ça toujours fun, j'adore regarder les Oscars, j'adore regarder les Golden Globes, j'adore aller à Cannes pendant le festival lorsque j'ai la chance d'y aller, mais le concept même de la récompense dans le milieu de l'art, je trouve ça assez subjectif. Je me souviens d'une interview, je sais plus si c'était Paul Newman qui l'avait donné, mais en gros, l'année où sort Un très mauvais nommé Désir avec Marlon Brando, il y a un autre film immense qui est en compétition avec celui-là, si bien que c'était impossible de départager les deux films. Les deux films étaient des chefs-d'œuvre.
Et pourtant, il y a un film qui a obtenu l'Oscar. Donc, il y en a toujours un qui est laissé sur le carreau. Et ce film qui a été laissé sur le carreau, est-ce que, par exemple, il est euh, moins bien que ceux qui ont eu l'Oscar après et qui ne le méritaient pas vraiment? C'est très souvent, c'est comme, je me souviens que, alors je sais plus qui c'était, je crois que c'était Hitchcock qui a jamais eu d'Oscar. Enfin, peut-être que je dirais une bêtise encore une fois, mais il y a des acteurs et des réalisateurs comme ça immenses qui n'ont jamais eu de récompense et pourtant il y en a au moindre talent qui l'ont eu. Voilà, c'est plus un show. Ça veut un peu rien dire, quoi. Quelles sont les répliques qui t'ont le plus marqué? Bah, ça va être des répliques d'enfance, vraiment. Et je pense que c'est très souvent les films qu'on a le plus vus. Je pense que les films d'enfance que j'ai le plus vus, ça va être Les Goonies et Retour vers le futur 2. Donc les répliques, ça va être dans Les Goonies, mais c'est Rocky, et Rocky, t'as oublié tes gants. Ça, c'est un truc vraiment qui me marque. Dans Retour vers le futur, il y en a tellement. Franchement, Retour vers le futur, c'est vraiment un film à punchline, à réplique. Donc ça va plus être des répliques comme ça de films que j'ai vus et revus quand j'étais petit. Quel est le film que tu aurais aimé voir au ciné? Bah plein en fait, tous les films que j'ai pas eu la chance de voir dans les années 80-90 parce que j'étais trop petit. Par contre, j'ai conscience d'avoir eu la chance de voir un film au cinéma récemment, c'était Gravity à l'UGC Normandie. L'écran était immense, le film se prêtait à cet écran immense et à cette salle incroyable qui n'existe hélas plus aujourd'hui. Mais je mesure la chance que d'avoir pu voir Gravity sur un écran géant dans une salle géante, c'était vraiment une expérience inoubliable. Quel est le dernier film qui t'a fait rire? Bah, j'ai un trou. En fait, j'ai pas préparé cette question parce que là, je l'avais noté et je l'énonce là maintenant. Mais je me souviens de Daddy's Home avec Will Ferrell, ça m'avait vraiment fait rigoler, mais là, ça date un peu. Donc voilà, je vais utiliser cette réponse-là, mais évidemment qu'il y a d'autres films qui m'ont fait bien plus rire après. À quel personnage de film tu t'identifies? Bah, pendant très longtemps, je me suis pas mal identifié au personnage qu'incarne Jim Carrey dans Eternal Sunshine. Ce côté un peu timide, réservé, c'était. Enfin, je me souviens que quand le film est sorti, je m'étais dit, waouh, je suis vraiment comme ça dans mes relations et c'est vraiment moi. Donc, je me suis pas mal attaché à ce personnage et je me suis pas mal identifié à ce personnage-là. Donc ouais, c'est le premier qui me vient en tête. Est-ce qu'il te reste encore une liste de films à voir? Évidemment, il m'en reste encore plein et je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est ce que je trouve formidable avec le cinéma, c'est que on a plein de classiques en attente et ça c'est hyper réjouissant. J'ai un livre qui s'appelle 1001 films à voir avant de mourir que j'avais acheté quand j'habitais à Montréal en 2008-2009, un truc comme ça. Et très souvent je mets des petites croix dans le livre quand je vois un film, mais ouais, évidemment que j'ai plein de films à voir. Là récemment j'ai vu une interview de Tarantino qui parlait de ses trois films préférés des années 80. Je crois qu'il y avait 8 millions de façons de mourir. Il y avait Chair et de sang et il y avait L'année du dragon. Donc c'est trois films que j'ai achetés qui sont là, je sais plus où ils sont, et que je vais voir, et trois films que je n'ai pas vus. Donc ça qui est incroyable avec le cinéma, c'est que le réservoir est illimité en fait. Quel est le film qui raconte le mieux le sentiment amoureux? Eh bien je dirais Blue Valentine, un film que j'adore, qui m'a beaucoup marqué. En plus, je l'ai vu à une époque où je venais de rompre avec mon ex. Et ce que j'aime avec ce film, c'est qu'il raconte l'amour de façon assez vraie. Très souvent, dans les comédies romantiques, il y a un happy ending, alors que dans la vraie vie, le happy ending, ça arrive hyper rarement. Ça arrive de façon assez exceptionnelle. Ce qui se passe la majeure partie du temps, c'est qu'une histoire d'amour se termine mal. Et c'est ce qui se passe dans Blue Valentine. Et voilà, pour moi, ça raconte vraiment ce qu'est l'amour. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance lié au cinéma? Eh bien, j'en ai trois. Le premier, c'est Jurassic Park, parce que voir Jurassic Park au cinéma, c'était quelque chose d'extraordinaire. En plus, il y avait toujours ce truc où quand on allait voir un film le cinéma le mercredi quand on était enfant, ça s'accompagnait souvent d'un McDo, donc ça c'était vraiment trop cool. McDo, centre commercial, film, c'était le trio infernal. Il y avait Titanic en 97 parce que je me souviens que je l'avais vu avec ma mère, ma grand-mère, ma soeur. C'était vraiment un film qui réunissait toute la famille, donc ça c'était inoubliable. Et je me souviens aussi d'une séance de Lethal Weapon, c'était trop bien. J'étais allé voir L'Arme Fatale 3 et j'ai vraiment en souvenir le générique du début avec la musique de Clapton. Je me souviens, on voit des flammes un peu partout qui forment le Lethal Weapon 3. Et je me disais, waouh, ça va être trop bien, je sens que ça va être trop bien. Et effectivement, c'était trop bien. Quel est pour toi le meilleur réalisateur de l'histoire? Eh bien, très souvent, j'ai tendance à dire que c'est Stanley Kubrick parce que tous ses films sont pratiquement des chefs-d'œuvre. Et aussi, ce que je trouve formidable avec Stanley Kubrick, c'est qu'il a abordé pratiquement tous les thèmes, tous les genres, avec brio. C'est-à-dire qu'il a fait le film historique avec Barry Lyndon, il a fait des films de guerre, il a fait des films d'horreur, des films psychologiques, et à chaque fois, c'est pratiquement un chef-d'œuvre. Donc,
je pense qu'on n'a jamais eu meilleur réalisateur que Stanley Kubrick. Quel est le film récent qui, pour toi, mérite d'être considéré comme un chef-d'œuvre? Alors, question difficile, mais pour moi, le dernier chef-d'œuvre que j'ai vu, c'est The Zone of Interest, qui pour moi est aisément un chef-d'œuvre. Sinon, peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais récemment, j'ai beaucoup repensé à After Sun. Plus j'y repense, plus je trouve ce film formidable. Et je me souviens aussi que Winter Break, ça m'avait mis une petite claque l'hiver dernier. Donc, ouais, comme ça, de mémoire, je pense à ces trois films. Quelle est ta BO préférée? Alors, des BO préférées, j'en ai plein d'ailleurs. J'en parlerai dans la vidéo de la collection avec Back in Toys, mais je collectionne les soundtracks en CD, en vinyle et en cassette audio. Donc, j'ai vraiment énormément de BO que j'adore. Mais là, la première qui me vient à l'esprit, c'est celle de Howard Shore pour Big. Parce que les sonorités me ramènent tout de suite en enfance. Elles sont joyeuses, mélancoliques, hyper réussies. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que Howard Shore, c'est un gars qui est capable de te faire la musique de la mouche, donc assez inquiétante, et une musique hyper joviale pour enfants avec Big. Donc c'est un de mes compositeurs préférés. Et celle de Big, je la trouve très réussie et assez émouvante pour moi. T'as la chance de discuter avec 5 acteurs, morts ou vivants. Qui choisis-tu? Alors j'ai fait une note pour essayer de créer la meilleure table possible en fonction de mes goûts. Et j'ai choisi Groucho Marx, Arnold Schwarzenegger, Steve Martin, Tom Hanks et Clint Eastwood. Et je pense qu'avec une table comme ça, il y a de quoi avoir des anecdotes tabziennes toute la soirée. Quel est le classique que tout le monde aime, mais que toi t'as pas trouvé ouf? Eh ben il y en a deux. Le premier c'est Old Boy, figurez-vous. J'ai pas détesté Old Boy, mais en fait pendant des années tout le monde m'a dit faut que tu vois Old Boy, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre, c'est trop bien. Et en fait on m'en a tellement dit sur ce film que le jour où je l'ai vu, j'ai été un peu déçu. Sinon, Midnight Express, c'est un film que tout le monde adore. Mais moi, j'arrive pas à être touché par ce film. Donc voilà, c'est les deux qui me viennent en tête comme ça. Quel est le meilleur film de Michael J. Fox hors Retour à le futur? Eh bien, je dirais Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson et Outrage de Brian De Palma. Quelle est la chanson et le film qui représente, non pas ton enfance, mais ton adolescence? Eh bien, ce film, c'est Vanilla Sky de Cameron Crowe, film qui a vraiment accompagné mon adolescence. Et la musique, ce serait une musique issue de ce film, à savoir Have You Forgotten des Red Hot Panthers. Et voilà, Vanilla Sky, c'est vraiment un film qui m'a fait passer quelque part dans une autre cinéphilie parce que je commençais un peu à délaisser les blockbusters de mon enfance pour des films un peu plus adultes. Et après, ça m'a amené à vraiment quelque chose de totalement différent, encore plus pointu que Vanilla Sky. Mais je me souviens que Vanilla Sky, c'était un peu un film charnière dans mon adolescence. Quel est ton film doudou? Eh bien, très souvent, quand on me pose cette question, je pense automatiquement à Un flic à la maternelle. C'est vraiment le film réconfort au possible. Dans les films réconfortants, il y a aussi Madame Doubtfire, euh, la musique, le sujet, la façon dont c'est filmé. Je sais pas, ouais, je pense toujours à ces deux films. Pour moi, c'est vraiment les deux films les plus réconfortants qui existent. En fonction de mes goûts, Un flic à la maternelle, Madame Doubtfire. Est-ce que tu peux nous citer un réalisateur prometteur mais un peu méconnu? Moi, je pense très souvent à un gars qui s'appelle Craig S. Zeller, qui est un mec qui réalise des thrillers très souvent, et même parfois des westerns horrifiques. Et ce gars-là, je le trouve hyper talentueux. Il a fait 4 films, je crois, si je dis pas de bêtises. Et les 4, je les ai adorés. Ça me fait penser un peu à du Tarantino, mais en plus. C'est comme si c'était un mélange entre Tarantino et Michael Mann. Il y a un peu un délire entre les deux. Et je le trouve hyper talentueux. Je trouve ça très fort ce qu'il fait. Et ses films sont toujours captivants, très bien réalisés et haletants. Quel est ton western préféré? Alors j'ai pris des notes. Lonely Are the Brave avec Kirk Douglas. C'est pas vraiment un western, c'est plutôt un drame, mais ça peut être considéré comme un western. L'homme qui tua Liberty Valance et Il était une fois dans l'Ouest. Comment ne pas le citer? Mais voilà, j'ai plusieurs westerns ici. Il y en a plein que j'adore. Là, je vois Winchester 73. Mais ouais, c'est pas mal les westerns que je préfère. Si tu pouvais revoir un film pour la première fois, tu choisirais quoi? Eh bien, figurez-vous que je choisirais The Wrestler, parce que j'en parlais dans mon livre justement, Sans film sur l'histoire. The Wrestler, c'est un film que j'ai vu à Montréal. Je venais d'arriver, je connaissais personne. Et le soir de Noël ou du réveillon, je sais plus, je vais au cinéma, il y avait juste une autre personne dans la salle, on était juste deux, et tout le monde faisait la fête, tout le monde était en famille, et puis moi je regardais ce film qui me parlait parce que ça parle d'un mec un peu seul, et après je suis rentré chez moi, j'avais The Wrestler en tête, et c'est une séance qui m'avait vraiment marqué, c'était un peu douloureux, mais en même temps c'était satisfaisant, c'était trop bizarre comme sentiment. Vas-tu souvent au cinéma? Alors je vais moins au cinéma qu'avant, parce que maintenant j'ai un enfant, j'essaye quand même de voir les films qui me tentent, mais je me souviens qu'il y a une époque pas si lointaine où parfois je me faisais des marathons, j'allais voir 3 films dans la même journée, même si ça pouvait être assez indigeste. Mais ouais, je vais beaucoup moins au cinéma qu'avant. J'essaie quand même de tenir le rythme parce que c'est important étant donné que je parle de ciné, mais je me concentre vraiment sur les vieux films que j'ai pas vus.
Ouais, si on me pose la question, je répondrais que je vois beaucoup plus de vieux films que de nouveaux films. Que penses-tu de ceux qui disent que le cinéma c'était mieux avant? Alors, la question elle est très compliquée, limite ça nécessiterait un podcast qui dure 1 ou 2 heures, et encore. Mais moi j'y crois pas trop, voilà, globalement, parce que quand on fait le bilan de ces dernières années, il y a quand même des films extraordinaires qui sont sortis. Je pense que le cinéma était plus extravagant, plus ambitieux avant. Ça a un peu perdu de sa superbe, mais il y a quand même des cinéastes qui nous font des films extraordinaires. As-tu un film favori que peu de gens connaissent? Alors, je pense que des gens les connaissent, ces films forcément, mais j'aurais envie de citer My Dinner with André de Louis Malle, ainsi que L'arrangement d'Elia Kazan que j'ai découvert pour la première fois il y a 2 ans et que j'ai trouvé extraordinaire. Quel est le film qui te fait pleurer à chaque fois? Eh bien écoutez, j'ai envie de répondre Rocky, la fameuse scène où il se prend une droite d'Apollo Creed qui tombe par terre, que son entraîneur lui dit reste au sol et qui se relève sur la musique de Bill Conti, c'est les larmes à chaque fois. Quel est le dernier blockbuster qui t'a mis une claque? Eh bien figurez-vous que c'est Furiosa de George Miller. Je suis assez déçu que ce film n'ait pas rencontré le succès. Je sais même pas s'il a réussi à se rembourser. En tout cas, il a fait très peu d'entrées par rapport à ce qu'il espérait, mais j'ai trouvé que c'était formidable. J'ai trouvé que c'était du grand divertissement et je comprends pas pourquoi ce film n'a pas eu le succès qu'il méritait. Es-tu inquiet en ce qui concerne l'avenir du cinéma, la fréquentation des salles, l'intelligence artificielle? Euh, Il y a des raisons d'être inquiet. Je me souviens je cite tout le temps cette interview, mais en 2008, j'avais lu une interview de George Lucas et Steven Spielberg, qui déjà à cette époque était assez visionnaire, puisqu'il disait, nous on pense que le cinéma plus tard, ce sera comme le théâtre. En gros, on ira voir des films vraiment gros budget, des gros blockbusters qui ont coûté des millions et des millions d'euros. Ça nous coûtera 50-60 € la place. Et d'ailleurs, il y a des cinémas qui maintenant augmentent leur tarif à genre 25-30 €. Donc on y vient. Et tous les films d'auteur, tous les petits films sortiront directement sur les plateformes. Et c'est un peu le schéma qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, je pense que le cinéma se fera plus rare. Est-ce que c'est dommage? Oui, parce que moi je suis un grand adorateur du cinéma et de la salle de cinéma. Mais dites-vous une chose, c'est qu'on ne peut pas lutter avec son époque. Donc on va être obligé de s'adapter. Qu'est-ce qu'un cinéphile pour toi? Alors déjà pour moi, un cinéphile, c'est quelqu'un qui n'est pas suffisant. C'est juste quelqu'un qui prend du plaisir à voir tous les films qu'il a envie de voir, Robocop 3 ou un film de Ozu, peu importe. Et un cinéphile, c'est quelqu'un qui ne va pas juger les autres, qui ne va pas donner de leçons, qui ne va pas essayer de mettre sa cinéphilie en avant juste pour se faire mousser. Et pour moi, le vrai cinéphile, c'est le cinéphile qui met sa culture en avant pour conseiller les gens et pour leur donner envie de voir d'autres films. Mais les cinéphiles suffisants, ouais, c'est quelque chose que je déteste. Quel est ton conseil pour acheter des DVD pas chers? En vrai, aujourd'hui, si tu vas dans un vide-grenier, t'auras des DVD à 1 € quoi, ou même chez Emmaüs ou un peu ailleurs. Aujourd'hui, il est très facile de trouver plein de DVD à 1 € et parfois même de trouver des petits trésors. Donc, euh, se créer une collection de films, c'est très peu onéreux, je trouve, aujourd'hui, et très accessible. Quels sont les films que tu détestes? Parce qu'à chaque fois, tu parles en bien des films. Alors, déjà, il n'y a pas de film que je déteste. Vraiment, détester un film, c'est trop bizarre. Il y a des films que j'aime moins, et je trouve pas l'intérêt de vous parler de films que j'aime moins. Vous savez, sur YouTube, il y a plein de gens, de critiques cinéma, qui aiment faire du buzz et des vues sur les films qu'ils n'ont pas aimés. Ils vont faire un titre avec écrit Ce film est une merde, et puis ça va rameuter des gens. Ça n'a jamais été mon envie sur YouTube. Je l'ai toujours dit, moi, mon envie sur YouTube, c'est de vous donner envie de voir des films, de découvrir des films et de prendre du plaisir à écouter des histoires de cinéma. Mais je vois pas l'intérêt de passer 40 minutes de vidéo à vous dire ce film est une merde et en plus pour qui je me prendrais. Euh, je- voilà, donc c'est pour ça que je vous parle pas des films que j'ai moins aimés. Et si je vais vous en parler, comme tout à l'heure pour Midnight Express ou All Boy, c'est pour vous expliquer que dans un certain contexte, j'étais un peu déçu de ces films-là parce qu'on m'en avait trop dit, mais je ne chierai jamais sur des films. Ça fait 10 ans que TFTC existe et ça fait 10 ans que je ne parle pas des films que je n'aime pas parce que je vois pas l'intérêt. Quelle a été ta première VHS? Alors je crois que la première VHS que j'ai acheté, enfin qu'on m'a acheté dans le commerce, c'était 58 minutes pour vivre, que j'ai encore d'ailleurs. Et la première VHS que j'ai eue, je pense que c'était une VHS enregistrée, en l'occurrence c'était les Goonies, et ça passait sur la 5 à l'époque. La 5, c'était pas mal cette chaîne parce que ça passait Indiana Jones, les Goonies, pas mal de films d'aventure. Et, euh, et voilà, donc il y avait les pubs au milieu, je me souviens, il y avait une pub pour Mira Express, mais ça faisait partie du délire, c'était vraiment trop cool. Et j'ai plus cette cassette, mais c'est une cassette que j'ai vraiment saigné à fond. Que penses-tu des films de super-héros? Moi, il y a plein de films de super-héros que j'adore. Je pourrais citer le premier Iron Man, les Batman, certains Superman. Donc il y a pas mal de films de super-héros que j'aime, mais je pense qu'à un moment donné, il y avait un trop-plein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en voit plus en ce moment. Il y a eu progressivement un désintérêt du public. Mais je pense que c'est comme tout, ça va revenir en fait. Là, ça va s'épuiser.
Et puis dans peut-être 10-15 ans, il y a quelqu'un qui va ressortir un grand, grand film de super-héros, puis ça va relancer la machine, c'est toujours pareil. Quel est le premier film que tu as vu? Alors, je vais me concentrer sur les films au cinéma. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Le Roi Lion au Grand Rex. Et de façon un peu plus adulte, je devais avoir, je sais pas, peut-être 9-10 ans, et j'avais eu le droit, j'en parle dans le livre, j'avais eu le droit d'aller voir Sister Act avec ma mère et ses potes. Euh, et c'était un soir où le lendemain il y avait école, donc j'étais hyper content d'y aller, c'était hyper excitant. Donc voilà, mais peut-être que c'est autre chose encore une fois, mais en tout cas, ma mémoire me fait penser à ces deux films-là. Pourquoi t'as jamais parlé du Seigneur des Anneaux? Et c'est vrai que j'ai jamais parlé de cette franchise en 10 ans de chaîne, que ce soit dans Video Store, Tabs, ou bien en podcast. Mais écoutez, moi, au demeurant, j'aime ce film, mais c'est vrai que l'occasion s'est pas présentée et peut-être qu'un jour ça arrivera, probablement en podcast. Mais oui, ce jour arrivera. Et enfin, quel est ton conseil pour découvrir des films? Bah, des chaînes comme TFCC par exemple, mais aussi très souvent, moi, il y a un truc que j'adore, c'est écouter ou lire des interviews de cinéastes ou d'acteurs que j'aime beaucoup. Et moi, j'adore quand ils conseillent des films. Justement, tout à l'heure, j'en parlais avec Tarantino, il a conseillé 3 films des années 80. En fait, moi, ça me permet de noter parce que quand il y a des personnes que j'admire et qui citent des films qu'ils adorent, je me dis, bah, vu que je les admire, forcément, les films qu'ils citent, je vais les aimer. Donc, j'adore, moi, découvrir les films de cette façon-là. Et enfin, plusieurs questions diverses. D'où te vient cet amour des États-Unis? Bah, écoutez, je pense que c'est inévitablement lié au cinéma et tous ces films que j'ai vus et qui se passent aux États-Unis m'ont fait aimer l'Amérique parce que c'est le pays grandiose par excellence, quoi. Et c'est le pays où tout est possible. On nous a beaucoup enseigné dans les films et dans certaines histoires ce qu'était le rêve américain. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que n'importe quel autre pays. Donc je pense que ça vient de là, des décors que j'ai vus, des paysages que j'ai vus, des acteurs que j'ai aimés, des réalisateurs que j'ai aimés. Je pense qu'en fait, mon amour des États-Unis, c'est avant tout le cinéma. Tes différentes expériences, photos, YouTube, etc., t'ont appris quoi? Eh bien, c'est une très bonne question et je pense que ça m'a appris à ne pas écouter les autres. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis le début. Je trouve que c'est hyper important de ne pas écouter les sons de cloche négatifs qu'il y a autour de nous. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être d'autres personnes qu'on connaît un peu moins. Euh, et l'idée, c'est de croire en son truc et d'y aller, quoi. Et je dis pas vraiment s'acharner pendant des années, parce que parfois il y a des gens qui peuvent s'acharner et ça marche jamais, et faut se faire une raison à un moment donné. Mais en tout cas, tester. On peut pas juste se dire on aurait aimé faire ça et on l'a pas testé, donc il faut tester. Et même si ça échoue, ça nous permet de nous dire voilà, pas de regrets, pas de remords, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je peux passer à autre chose. Et ça, c'est important de tester et de se lancer. As-tu connu des moments de solitude? Alors déjà, je tiens à dire que la solitude, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, assez indépendant, donc être seul, parfois, j'aime beaucoup. Mais j'imagine que tu parles de la solitude un peu plus triste, et effectivement, ça m'est arrivé, comme tout le monde. Très souvent, ça arrive après une rupture, ou alors un échec amoureux, ou un décès. Donc là, c'est vraiment une solitude assez classique. Mais j'en parlais tout à l'heure, par exemple, toute cette période où j'ai eu mes crises d'angoisse et mes crises de panique, je me sentais très seul parce que j'avais l'impression que personne me comprenait et personne ne pouvait m'aider, donc ça c'était assez dur à vivre. Mais j'ai décidé de répondre à cette question parce que je crée encore une fois un lien avec le cinéma. Tous les moments de ma vie où je me suis senti seul, où ça allait pas bien, le cinéma m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris cette habitude de regarder des films et des séries quand ça va pas et ça a le mérite pendant 1 heure et demie de m'extraire d'une réalité qui ne me va pas et c'est une aide incroyablement précieuse. Donc, à tous ceux qui parfois se sentent seuls et qui ne vont pas bien, ça paraît un peu bateau, mais le cinéma, ça peut vraiment aider. Quel est le meilleur album d'ambiance selon toi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ambiance, c'est un style musical assez. Si c'était un film, ce serait un film assez atmosphérique, contemplatif. Donc voilà, c'est un style de musique très particulier. Et je répondrais tous les albums de Grouper, Lizaris. Il y a l'album Apollo de Brian Eno qui est extraordinaire. Et qui est-ce que j'ai en tête encore? Pas mal d'artistes japonais, mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que, écoutez, je vais vous faire une playlist qui sera trouvable dans la description avec les meilleures musiques d'ambiance. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment super pour travailler ou pour s'endormir ou pour être seul chez soi comme ça à méditer. Voilà, je vais vous faire une playlist. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Alors, ça fluctue parce que c'est pas un métier pour lequel on a un salaire fixe qui tombe chaque mois. Il y a des mois où je vais gagner, je sais pas, 800 euros seulement. Et puis le mois d'après, je vais gagner 5 ou 6 000. Donc en fait, vraiment, ça dépend. Et je pense que si on fait une moyenne, en fait, je suis pas vraiment dans la caste des gens, des vidéastes qui vont gagner des millions. Je pense que la chaîne là, elle a 600 000 abonnés pratiquement.
Euh, je pense qu'on est millionnaire vraiment quand on a 7 millions d'abonnés, 8 millions d'abonnés, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, donc je gagne confortablement ma vie, mais je ne suis pas non plus millionnaire. Je pense que je suis dans un entre-deux en fait. Pourrais-tu nous donner des conseils pour débuter dans la création de contenu autour du cinéma sur YouTube en 2024? Je crois qu'il y avait la question aussi, est-ce que c'est possible de percer en 2024? Je pense que oui, et j'ai pas vraiment de conseils en fait. Bah si, j'aurais envie de vous conseiller de ne pas faire de critiques pour chier sur des films parce que c'est quelque chose que je déteste, mais vous faites ce que vous voulez. Et non, on conseille juste en vrai parler avec passion de ton amour pour le cinéma, avec une patte si possible, et peut-être que par chance tu trouveras ton public. Est-ce que tu as eu des difficultés avec le prénom Jean-Baptiste quand tu étais enfant? Eh ben figurez-vous que oui, en fait, alors la question c'est un peu une vanne, mais la réalité c'est que c'est vrai. J'étais dans un collège dans le 93 quand j'étais ado, et en fait ça s'appelait Jean-Baptiste, c'était vraiment pas cool. Et je me souviens que je me faisais un peu charrier, et donc ce que je faisais c'est que j'essayais de trouver des personnalités qui s'appelaient Jean-Baptiste. Et je me souviens qu'à l'époque il y avait un boxeur qui s'appelait Jean-Baptiste Mendy, et j'étais là genre ouais je m'appelle Jean-Baptiste, mais comme Jean-Baptiste Mendy, et je me souviens ça me rassurait un petit peu. Et le pire, c'est qu'un jour, quelqu'un était tombé sur ma carte d'identité et il s'avère, c'est l'info que je vous donne, il s'avère que mes deux autres prénoms, c'est Claude et Robert. C'est le nom de mes grands-pères. Et Claude Robert, bon, c'était encore plus la honte que Jean-Baptiste, donc je me faisais charrier au collège. Et là, pareil, j'essayais de trouver des mecs un peu cool. Je me souviens que pour Claude, j'avais dit, ouais, mais c'est le prénom de Claude MC Solar. Pour Robert, j'avais dit, ouais, mais attends, Robert De Niro et tout. Mais ça fonctionnait pas du tout. Est-ce qu'il y a des playlists, Spotify ou Apple, des musiques que tu mets en story? Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous fais souvent découvrir des sons en story. Et c'est vrai que je n'ai pas fait de playlist et c'est une bonne idée, je devrais faire, mais il faudrait que je sois rigoureux. Mais il faudrait que je fasse une playlist de toutes ces musiques que je partage en story, donc peut-être que je vais faire ça. Ouais. Quel est ton jeu vidéo préféré all time? Bah écoutez, ça va décevoir certains d'entre vous, mais mon jeu préféré all time, c'est les jeux de manager de foot en fait. L'entraîneur, football manager, tout ça, c'est des jeux auxquels je joue encore aujourd'hui. Alors pas sur ordi parce que je sais que c'est hyper chronophage, j'y joue sur iPad, mais même sur iPad parfois ça me bouffe mon temps, je peux jouer jusqu'à 2 heures du mat, c'est vraiment le jeu vidéo que j'aime le plus depuis la fin des années 90. Quoi. Comptes-tu vendre d'autres trucs sur Vinted? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai vendu pas mal d'objets de ma collection sur Vinted, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de trucs et parfois j'essaie un peu d'épurer. Donc j'ai un compte sur Vinted qui s'appelle Rampage 11, donc si vous tapez ça sur Vinted, vous allez trouver les trucs que je vends, et ça m'arrive très souvent de réapprovisionner ce compte. Là, dans pas longtemps, je pense que je vais mettre pas mal de trucs en vente, donc restez à l'affût, abonnez-vous au compte Vinted et peut-être qu'il y aura des choses qui vous intéresseront dessus. À quoi pensais-tu tous les jours quand tu avais 25 ans? Alors j'imagine que tu me poses la question parce que toi-même tu as 25 ans, et peut-être que tu as plein d'interrogations, ce qui est normal parce qu'à cet âge-là on en a plein. Et moi, 25 ans, 25 ans, je bossais dans un vidéoclub à Montréal, et je me souviens, c'est drôle parce que, alors j'avais 25 ans, j'étais un bébé. Et il y avait des employés qui avaient 18 ans, et je me souviens que j'étais avec un pote qui avait lui aussi 25 ans, et on regardait ces employés de 18 ans et on se disait, waouh, on a trop raté notre vie, t'imagines, on est vu, on a 25 ans, eux ils ont 18, on bosse dans un vidéoclub. Et quand je repense aujourd'hui, je me dis, mais 25 ans, j'étais un bébé en fait. Et ça, c'est une vraie leçon que j'ai appris avec le temps sur l'âge et la façon dont on a de percevoir notre âge sur l'instant T. Là, par exemple, je me trouve vieux, j'ai 40 ans, je me trouve vieux. Mais je sais que quand j'aurai 75 ans, je me dirais, mais 40 ans, j'étais un bébé. Donc en fait, si vraiment vous vous sentez vieux, dites-vous ça à chaque fois, faites ce petit calcul dans votre tête, et peut-être que ça vous soulagera, et peut-être que ça vous enlèvera une crainte pour l'avenir. Penses-tu faire des vidéos avec Mehdi? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai intégré mon meilleur ami Mehdi au podcast, en l'occurrence au podcast et à d'autres podcasts aussi. Et effectivement, on a prévu de faire une vidéo ensemble. Alors peut-être qu'elle sera tournée en décembre pour une sortie en décembre, mais on adorerait faire un truc, c'est de vous montrer toutes les vidéos inédites de sketchs qu'on a tourné depuis qu'on a 12 ans. Parce que quand on a 12 ans, on se tournait, on faisait des sketchs. À 15 ans aussi, à 16 ans, à 17 ans, à 20 ans. Et on a plein de vidéos de nos sketchs que j'ai jamais montré sur YouTube. Et on aimerait bien faire une sorte de vidéo react où on revoit pour la première fois ces sketchs. Avec pourquoi pas un invité. Et en fait, juste on rigole en regardant ces vidéos gênantes. Et voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Quelles sont tes autres passions hormis le cinéma? Bah, tout à l'heure, j'en parlais, il y a le foot. Mais mes autres passions, ça va être bah maintenant, mon fils me prend beaucoup de temps, donc je dirais que ça va être ça. Non, en vrai, le cinéma, c'est pas mal ma grande passion. Je vais dire un truc bateau, mais voir mes potes rigoler avec eux, c'est une passion en soi, je pense, j'imagine. Euh, mais, euh, mais non, trouver des objets, collectionner, mais tout ça, vous le savez déjà. Aimerais-tu être acteur? Alors, non, j'ai jamais voulu être acteur, j'ai toujours voulu être derrière la caméra, mais devant, pas vraiment.
Parce que, tout simplement parce que je pense que je suis nul en fait. Je pense que je joue mal la comédie, c'est même pas je pense que c'est le cas. En tout cas, je me suis jamais vraiment testé, mais j'ai jamais vraiment voulu être acteur. En fait, j'ai toujours préféré raconter des histoires plutôt que de les incarner. Qu'aurais-tu fait si YouTube n'avait pas marché? Eh ben, si YouTube n'avait pas fonctionné, je pense que... je sais pas, c'est une bonne question en vrai. Et pour tout vous dire, c'est une question qui m'effrayait avant. Parce que je voulais faire de la photo. En tout cas, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique depuis mes 15-16 ans. Et je me suis toujours dit, enfin, je me suis toujours mis en tête que ça allait marcher, quoi. Il n'y avait pas d'autre alternative. Donc, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais essayé de trouver une bonne planque. Mais je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que tu vas créer une chaîne en anglais? Bah non, je vais pas le faire parce que je trouve ça un peu pompeux de faire une chaîne en anglais quand on est français. Il y a un peu un côté je vais conquérir l'Amérique. Non, je me contente de la francophonie. Quelle est la personnalité la plus sympa que tu as rencontrée? Eh bien, c'est une bonne question. Quand j'étais petit, j'ai rencontré Philippe Gildas et il était très sympa. Mais je pense pas que c'est la réponse que vous espérez. Qui est-ce que je pourrais dire? Récemment, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Paul Dano, c'est méga sympa, trop gentil. Je sais pas, c'est dur de répondre parce que très souvent, c'est en coup de vent qu'on rencontre les gens, donc on peut même pas. C'est comme il y a un truc qui me fait marrer, c'est souvent les gens qui disent ouais, j'ai rencontré une fois machin, telle ou telle star, et il est méga pas sympa. Mais peut-être que ce jour-là, il était mal luné, peut-être qu'il s'était engueulé avec sa meuf, peut-être qu'il était un peu sec parce qu'il était dans un mauvais mood, il était contrarié, on peut jamais savoir en fait. Donc c'est difficile de répondre à cette question parce que on connaît pas les gens en fait, et je connais pas assez de personnalité pour dire oui il est sympa, oui il est méchant. Donc donc ouais c'est délicat. Philippe Gildas. Et justement question qui suit, que penses-tu du fait de rencontrer ces idoles, la crainte d'être déçu, etc. C'est une bonne question. Encore une fois, moi si j'ai l'opportunité de rencontrer mes idoles, je vais foncer. Si on me dit demain d'ailleurs, je l'ai fait souvent sur la chaîne, mais et j'ai rarement été déçu. D'ailleurs, à la question précédente, j'aurais pu répondre Jeff Goldblum, qui avait été un amour durant l'interview. C'était extraordinaire. Euh, mais, euh, mais non, moi, en fait, j'ai pas peur d'être déçu parce que rencontrer ses idoles, c'est extraordinaire. Surtout quand on aime le cinéma. Si demain on me dit tu vas rencontrer Steven Spielberg, même si tu as 5 minutes avec lui, évidemment que je prends. Est-ce qu'il y aura un jour un jeu de société TFTC? J'y ai jamais pensé. Pourquoi pas en vrai? Si un jour j'ai une bonne idée et que je la trouve cool, pourquoi pas euh, en faire un jeu de société, mais c'est pas à l'ordre du jour. Et puis très souvent, quand des vidéastes sortent des jeux de société, c'est pas terrible. Donc j'aurais peur de me vautrer. Peut-être, je sais pas. En vrai, j'y ai jamais pensé. Est-ce que tu joues à des jeux de société de films? Bah, si vous regardez la vidéo de Back in Toys, vous verrez que je fais la collection de jeux de société de films, mais je ne joue pas en fait. Il faudrait que je prenne le temps. Peut-être que. En vrai, j'attends que mon fils ait 5, 6 ans, 7 ans pour vraiment bien comprendre les jeux de société et jouer avec lui. Tout comme j'ai hâte de lui montrer plein de films. Mais peut-être que c'est lui qui me donnera envie de jouer à des jeux de société de films. Mais en l'occurrence, je joue à Uno très souvent. Pour moi, c'est mon poker à moi. Pour moi, Uno est le meilleur jeu de société. Si c'est un jeu de société, enfin, c'est un jeu de cartes. Mais pour moi, c'est le meilleur jeu qui existe. Est-ce que tu prends des stagiaires? Alors non, je suis désolé, je ne prends pas de stagiaires. Je sais que vous m'écrivez très souvent par mail ou sur Insta pour me demander si je prends des stagiaires, mais ce n'est pas le cas parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Je ne saurais pas vraiment quoi demander à un stagiaire. Donc peut-être que ça changera un jour, mais en l'état actuel des choses, non, hélas. Est-ce que ça t'intéresserait un poste de chroniqueur à la télé? Alors pour être totalement transparent avec vous, figurez-vous qu'on me l'a proposé avant les vacances, il y a quelques mois. J'ai rencontré le producteur et le rédacteur en chef de l'émission Le Cercle sur Canal+. Ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe. J'ai pas encore répondu à la favorable parce que je sais pas trop pourquoi pas se tester, mais en même temps, moi je leur ai dit quand je les ai vus, je leur ai dit si je viens et ça fait raccord avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je viens c'est juste pour parler des films en bien. Et je sais que dans cette émission parfois ça critique les films, donc voilà, je sais pas, peut-être que je le sentais. En tout cas ils m'ont dit si un jour ça te tente, tu nous dis et tu fais l'émission. Donc si un jour ça me tente et qu'il y a un film qui me donne envie d'en parler de façon positive, j'irai. Mais pour l'instant j'ai pas encore dit oui. As-tu déjà pensé à organiser des projections de films avec des abonnés? Figurez-vous que c'était un projet qui était en développement pendant des mois, il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps. Je devais organiser un ciné-club dans un cinéma
Et finalement, ça ne s'est pas fait, mais ce n'est que partie remise dans un autre cinéma. En gros, moi, ce que j'adorerais, c'est créer un ciné-club où je vous présente des films que j'adore. Et ce serait un moyen de passer un moment avec vous. Il y aurait toute une installation, tout un concept, toute une soirée spéciale autour de ça. Et c'est quelque chose que j'adorerais faire. Donc ça, ce n'est que partie remise parce que je suis sûr que ça verra le jour peut-être en 2025. Et quid des rencontres abonnées? Est-ce que tu vas rencontrer des abonnés? Figurez-vous que la chaîne a 10 ans et je n'ai jamais fait de rencontre abonnée. C'est-à-dire que ça m'arrive de vous croiser dans la rue, dans le métro, quand on avait fait le podcast en live, mais je n'ai jamais organisé de rencontre abonnée. En même temps, je trouvais ça bizarre de dire rendez-vous à tel restaurant. Enfin, je sais pas, je serais un peu gêné de faire ça parce que je suis trop timide pour faire ça. Mais du coup, les ciné-clubs, ce serait une occasion formidable de vous rencontrer. Ça aurait valeur de rencontre abonnée. Donc, si j'arrive à mettre en place l'installation d'un ciné-club régulier une fois par mois dans un cinéma à Paris, ce sera l'occasion de vous rencontrer à chaque projection. Et ça, ce serait super. Et enfin, dernière question de cette FAQ. Quelle relation, justement, entretiens-tu avec ta communauté? Eh bien, je dois dire que je suis ravi de la relation qu'on a parce que j'essaye de répondre le plus possible à vos messages sur Insta, sur YouTube, mais très souvent les DM sur Insta, parce que je trouve ça cool d'avoir un lien direct entre vous. Je me souviens que quand j'ai commencé la chaîne, j'étais émerveillé par mon premier DM. Je trouvais ça formidable, mon premier commentaire, je sais plus. Je crois que c'était un DM, mais quelqu'un m'avait envoyé un message pour parler ciné, puis j'avais répondu un pavé, puis hélas, maintenant j'ai plus le temps de répondre des pavés, mais à l'époque, je trouvais ça formidable de pouvoir communiquer avec vous et de parler de cette passion qu'on a tous en commun, quoi. Je trouvais ça fou. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans que j'essaie au maximum de vous répondre dans les commentaires, en DM sur Insta. Quand je vous vois dans la rue, j'essaie de passer un moment avec vous parce que je trouve ça trop bien en fait. C'est trop cool de vous voir en vrai, quoi. Je trouve ça génial. Donc voilà, et puis surtout, j'ai la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante depuis le début. Franchement, en 10 ans, j'ai dû recevoir peut-être, je sais pas, 15 messages de haters, quoi, ou 15-20, ce qui est très peu en 10 ans. 99,5% des commentaires, c'est que des commentaires trop cool. Donc je suis trop content de ça, je suis trop content de la relation qu'on a et surtout je suis trop content que vous soyez là encore 10 ans après, c'est formidable quoi. Donc voilà, on traverse cette aventure TFTC ensemble et je trouve ça trop bien. Voilà, merci, il y a eu beaucoup de questions, mais en même temps ça fait 10 ans, il y a une FAQ tous les 10 ans, donc je trouve ça cool de répondre au plus de questions possible. Qui sait, peut-être qu'il y aura une autre FAQ dans 10 ans et je prendrai le temps aussi de répondre à énormément de questions. Ce que je peux dire en mot de fin, c'est que ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Merci d'être là depuis 10 ans. Les vues sont toujours au rendez-vous. Vous êtes toujours aussi enthousiaste à l'idée de parler de cinéma, à l'idée d'apprendre toujours plus des histoires croustillantes. Donc ça, c'est trop bien. Merci d'écouter le podcast. Merci d'être là en vidéo. Merci de me suivre dans tous mes projets. Quand il y a du merch, quand il y a des livres, c'est trop bien. J'ai une chance énorme de vous avoir. Donc voilà, j'espère que mes histoires vont autant vous passionner. J'espère que mes courts-métrages vous plairont quand je passerai à la réalisation. Et j'espère que notre relation continuera de durer dans le temps, peu importe où elle se situe, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Et voilà, merci d'être là, merci d'avoir posé toutes ces questions, et je vous dis à très bientôt. Bye.